Jean-Pierre Cabestan, bonjour. Bonjour. On voit bien les causes économiques de l'offensive de la Chine en Afrique, mais quelles sont les causes politiques ? Je pense que la principale motivation politique de la Chine, c'est de gagner les pays du Sud pour isoler le Nord. Un petit peu comme Mao Tse-tung entourait les villes en occupant les campagnes à l'époque de la guerre civile. Je prends cette image parce qu'il y a vraiment une stratégie chinoise d'affaiblissement du Nord en gagnant à sa cause les pays du Sud. Et quels sont les instruments de cette influence politique pour la Chine ? Alors les instruments, ils sont multiples. Il y a d'abord un activisme diplomatique sans précédent. C'est impressionnant de voir combien les responsables chinois se rendent dans les pays du Sud, notamment en Afrique, contrairement à beaucoup de responsables des pays du Nord. Je pense d'abord aux États-Unis, dont les présidents se rendent très très rarement en Afrique. Et vous dites que le ministre chinois des Affaires étrangères se rend en Afrique tous les mois de janvier. Oui, alors ça c'est une tradition qui remonte au début des années 90. Par exemple, au début de cette année 2022, le ministre Wang Yi est allé aux Comores, qui est un pays vraiment petit d'une certaine manière, mais en fait c'est un pays où la Chine a déployé un activisme réel, notamment pour marginaliser l'influence de la France. Autre instrument d'influence ? Alors les autres instruments d'influence, c'est les relations de parti à parti. Et ça, c'est relativement nouveau, parce qu'autrefois, le Parti communiste chinois avait surtout des relations avec les partis communistes, ou les mouvements révolutionnaires, les mouvements de guérilla. Maintenant, le Parti communiste chinois a adopté une politique attrape-tout qui vise à avoir des relations d'abord avec tous les partis au pouvoir, mais aussi avec les partis d'opposition ou les membres moins importants des coalitions au pouvoir. Et donc, la Chine affiche des relations avec plus de 600 partis politiques au monde, dont une centaine, 110 exactement en Afrique. Donc c'est impressionnant cet activisme politique et plus récemment ça a été illustré par la construction de cet institut de formation des cadres des partis politiques près de Dar es Salaam en Tanzanie, école qui a été inaugurée il y a très peu de temps par l'ambassadeur de Chine dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a une école du Parti communiste chinois en Tanzanie. En Tanzanie, avec la collaboration de tous les partis au pouvoir du sud de l'Afrique, notamment la SFAPO pour la Namibie, la ANC pour l'Afrique du Sud, la ZANU pour le Zimbabwe. Évidemment le MPLA en Angola avec lequel la Chine avait des relations difficiles, mais n'avait pas de relations en fait pendant très longtemps. Et puis aussi le Mozambique. Donc vous voyez, c'est une école qui a été financée par la Chine, où des instructeurs chinois vont être déployés et où tous ces partis vont envoyer des délégations se former en Afrique, aux environs de Dar es Salaam. Et est-ce qu'il y a donc des partis non communistes, mais qui ont beaucoup d'importance en Afrique centrale par exemple, qui ont peut-être envoyé des délégations à ce 20e congrès de Pékin? Alors, je ne sais pas s'il y a des délégations étrangères, parce que la Chine, contrairement à l'Union soviétique, n'accueille pas de délégation étrangère au congrès de son parti, mais la Chine, le Parti communiste chinois a des relations avec beaucoup de partis qui n'ont aucune, atome crochu sur le plan idéologique avec le marxisme-léninisme. Je pense notamment au parti dominant de Kagame au Rwanda. Le FPR. Le FPR, oui, ou alors les partis politiques, notamment au Sénégal ou au Mali, qui ont des orientations très très différentes. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la Chine soutient aussi des pays africains qui sont isolés sur la scène internationale. Je pense au Burundi. Pourquoi cette stratégie ? La Chine essaie d'être présente dans tous les pays afin de maximiser les voix à l'ONU. Et surtout, la Chine essaie d'accroître son influence dans les pays qui sont justement négligés, profitant de cette absence d'attention pour avancer ses pions. Alors c'est vrai au Burundi, c'est vrai dans un pays qui est extrêmement isolé comme l'Érythrée, où la Chine est un des principaux partenaires politiques et économiques de ce pays. Et donc, vous voyez, la Chine est partout. Et je crois que ce qui compte pour la Chine, c'est le nombre de voix à l'ONU qu'elle pourra engranger lors de votes qui sont pour elle importants. Et ce qui est considérable aussi, c'est le nombre de pays africains qui ont laissé tomber Taïwan depuis une dizaine d'années. Oui, la stratégie ou la diplomatie dite du carnet de chèques s'est retournée contre Taïwan parce que le carnet de chèques chinois dans les années 90, au début des années 90, était relativement maigre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine ne peut promettre des prêts et des enveloppes financières autrement plus importantes que Taïwan. Et donc, progressivement, à partir de la fin des années 90, les pays africains ont normalisé avec Pékin et ont abandonné Taïwan. Les derniers en date étant Sao Tomé et Principe, la Gambie et puis après le Burkina Faso. Et donc, aujourd'hui, il ne reste plus que du côté taïwanais que l'ex-Swaziland, Eswatini. Ce qui est frappant aussi, c'est le nombre d'agences de l'ONU que dirige la Chine maintenant. Oui, alors c'est vrai que la Chine a pris la présidence de 4 agences de l'ONU, des agences importantes, donc la dernière en
mandate la FAO. Mais je pense qu'il faut observer plutôt le nombre de stagiaires chinois qui travaillent dans ces agences, notamment à New York, l'ONU. C'est une manière pour la Chine d'abord d'apprendre comment fonctionne l'ONU et d'en maîtriser tous les mécanismes mieux que quiconque, mais aussi c'est une manière pour la Chine de faire de l'entrisme dans la machine de l'ONU à New York et ailleurs. Et puis dans le soft power chinois, il y a les instituts Confucius et puis la langue chinoise, le mandarin. Oui, justement, et la grande différence entre l'Institut Confucius au nord et au sud, c'est qu'au sud, la plupart des pays n'ont pas les moyens de dispenser l'enseignement du chinois et donc sont entièrement dépendants des instituts Confucius pour développer ces enseignements. Et donc, ça permet à la Chine d'influencer les élites locales en offrant notamment des bourses pour les meilleurs étudiants en Chine. Ça contribue à resserrer les liens entre la Chine et ces pays. Mais enfin, là aussi, il faut relativiser l'influence des instituts Confucius parce que le chinois reste une langue difficile qui est apprise par un certain nombre d'Africains qui veulent développer notamment des relations commerciales avec la Chine, mais ça reste quand même une langue beaucoup moins maîtrisée que l'anglais, le français ou même le portugais. Jean-Pierre Cabestan, vous dites joliment que la Chine est agnostique. Elle soutient indifféremment tous les régimes africains et notamment les régimes autoritaires et stables comme en Angola, au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, au Cameroun. Mais le jour où l'un de ces pays connaîtra un changement de régime, est-ce que le Parti communiste chinois a conscience qu'il risquera d'être mal vu dans ce pays ? Alors la Chine a deux atouts, je dirais, pour faire face à ce genre d'imprévu. Le premier, c'est un atout économique, c'est que les pays africains, quelle que soit leur orientation politique, savent qu'ils ont besoin de la Chine. Le deuxième atout, c'est la flexibilité, caractère justement agnostique de la diplomatie chinoise, et qu'on a bien vu la Chine s'adapter très rapidement à la nouvelle donne. Je prends pour exemple l'élection en 2021 d'un nouveau président en Zambie. La défaite de Lungu, qui était très proche de la Chine, n'a pas inquiété outre mesure Pékin, qui a tout de suite pris langue avec le nouveau président, qui lui-même s'est montré extrêmement pragmatique, même si l'orientation de la Zambie maintenant est beaucoup plus pro-américaine. La Zambie a voté, comme l'Europe, sur l'Ukraine. Elle essaye de prendre ses distances de la Chine, mais en même temps, c'est très difficile. Ce virage est très difficile à prendre parce que la Zambie est très dépendante de la Chine sur le plan financier. Et donc la Chine reste incontournable dans beaucoup de pays et les pays africains le savent. Les sondages Afrobaromètre montrent que l'image politique de la Chine est nettement moins bonne que l'image économique. Pourquoi ? Je pense que les pays africains sont quand même, sur le plan idéologique, tous plus ou moins partisans de la démocratie. Je pense que les sociétés africaines sont quand même, sur le plan idéologique, beaucoup plus proches des pays occidentaux que de la Chine, ou distantes de la Chine de fait de leur appartenance notamment à la sphère musulmane. Mais en même temps, c'est des pays qui sont, sur le plan économique, dépendants de la Chine. Et par exemple, sur le Xinjiang, la plupart, un certain nombre de pays musulmans d'Afrique évitent de critiquer la Chine. Donc, même si on n'aime pas trop le système de parti unique, ce qui compte, c'est d'abord l'économie. Oui, je pense que c'est l'économie et les pays africains n'ont pas de raison de se fâcher outre mesure avec Pékin. Et donc, ils sont dans une position d'asymétrie, de faiblesse par rapport à la Chine qui, évidemment, contraint leurs choix politiques et les positions qu'ils peuvent prendre à l'ONU. Ça, c'est assez clair aujourd'hui. Jean-Pierre Cabestan, merci.